Bonjour à tous et bienvenue. Deux poids lourds de la politique congolaise font leur entrée au gouvernement dans le cadre du dernier remaniement ministériel. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe et on en parle dans Ça fait l'actualité. Quels sont les enjeux de l'entrée au gouvernement de ces deux ténors de la vie politique? Les explications d'Achille Guedreau. À seulement quelques mois de l'élection présidentielle, le gouvernement congolais pêche deux poids lourds de la scène politique. L'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba est nommé ministre de la Défense et vice-premier ministre, et Vital Kamerhe, l'ex-directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, nommé au ministère de l'économie au rang de vice-premier ministre. L'ex-chef de guerre avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en Centrafrique avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 18 ans d'emprisonnement. Vital Kamerhe, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être lui aussi acquitté en appel en 2022. Il s'agit d'une annonce qui intervient à la veille de la présidentielle du 20 décembre prochain, après un remaniement du gouvernement dans la nuit du 23 au 24 mars dernier. L'arrivée des deux leaders de l'opposition intervient à un moment où plusieurs secteurs d'activité du gouvernement subissent des incidences de la guerre ukrainienne. Ce remaniement est une surprise pour la classe politique congolaise. Il est fustigé par le parti politique Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi. Au pouvoir depuis janvier 2019, le président Félix Tshisekedi sera candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain à sa réélection. À nous la victoire. Plus grand pays d'Afrique francophone, la République démocratique du Congo possède d'immenses ressources naturelles et une population de près de 80 millions d'habitants, dont moins de 40% vivent en milieu urbain. Avec ses millions d'hectares de terres arables et plus de 1100 minéraux et métaux précieux répertoriés, le Congo pourrait devenir l'un des pays les plus riches du continent. Mais le pays se remet encore d'une série de conflits qui ont éclaté dans les années 90 et généré un marasme économique et social persistant, même sous la gouvernance de Joseph Kabila à la tête de la RDC de 2001 à 2019, avant que ne lui succède Félix-Antoine Tshisekedi. Dans la nuit du 23 au 24 mars 2023, le chef de l'État a procédé à un remaniement ministériel. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la Défense l'ancien vice-président Jean-Claude Bemba, Jean-Pierre Bemba, mais aussi l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Ces deux personnalités politiques bien connues de la population congolaise ont eu maille à partir avec la justice. Alors comment expliquer leur entrée au gouvernement et quel sera l'apport de ces deux ténors de la vie politique congolaise? Pour en parler, je reçois le journaliste Valentin Bougueng. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et mon confrère, le journaliste Lansine Bakayoko. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim Djedjet. Alors monsieur, on dit régulièrement de la RDC que c'est un pays hautement stratégique en Afrique et pas qu'en Afrique centrale. Pour quelle raison, Valentin? Alors, il y a un célèbre révolutionnaire, en tout cas, qui a sorti la fameuse phrase, eh bien que l'Afrique ressemblait à un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo Zaïre avant et dans la RD Congo, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est dit déjà la place stratégique centrale qu'occupe la RDC au cœur de l'Afrique. Également, il y a son étendue territoriale qui n'est pas du tout anodine. C'est un pays-continent avec plus de 2 345 000 pratiquement kilomètres carrés, avec énormément de voisins, avec, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'immenses ressources, qu'il s'agisse de ressources minières. Vous avez compté plus de 1100 métaux précieux qui s'y trouvent, et avec des terres arables parmi les meilleures dans la région. Et bien, naturellement, ce genre de ressources suscitent des appétits divers, qu'il s'agisse des appétits des pays directement environnants ou qu'il s'agisse des appétits des grandes puissances. Et ça a été un peu ça, la malédiction du Congo démocratique, c'est d'avoir été un pays trop riche et trop étendu, à telle enseigne que dans certaines officines occidentales, notamment américaines, il était question à l'époque d'un plan pour, comme on dit aujourd'hui, pour balkaniser le pays, parce que le pays serait trop grand. Et par la suite, les événements ont donné raison à cette théorie, puisqu'à chaque fois,
Il y a eu des armées même qui se sont affrontées à l'intérieur du territoire congolais pour le contrôle des ressources, notamment à l'Est, qui est une zone très pourvue, très dotée en ressources, qu'il s'agisse des ressources minières ou des ressources végétales, agricoles et autres. Donc c'est autant de facteurs qui expliquent donc le caractère central, stratégique du Congo démocratique dans la région. Alors, pays d'Afrique de l'Est, hein, la RDC appartient à la région qu'on appelle des Grands Lacs, avec Rwanda, Burundi, l'Ouganda. Qu'est-ce que ça implique quand on sait que finalement la politique repose principalement sur la géographie d'un État? Qu'est-ce que ça implique d'être entouré de tous ces États? La RDC est entourée de 9 pays au niveau de l'Afrique centrale, mais cela implique aussi que pour des questions géostratégiques, chacun de ces pays veut étendre son influence chez les voisins. Et le problème de la RDC, c'est que c'est un pays, Valentin l'a dit, un pays qui est immensement riche. Et le pays lui-même a des difficultés pour exercer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça fait qu'il y a une sorte de vide spatial que les autres pays voisins essaient de combler. Et quand on y ajoute à cela la richesse de ce pays, il est évident que les appétits vont s'aiguiser et ne vont pas s'estomper. Et l'autre problème, c'est que compte tenu de son histoire, même la RDC elle-même a tissé des relations parfois incestueuses avec certains voisins. Moi, je pense notamment à l'Angola, je pense à l'Ouganda, je pense même au Rwanda. Et donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, le régime de Kinshasa est fragilisé depuis toujours, puisque ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et puis, quand on y ajoute les contingences intérieures, ça fait que le pays a des difficultés à s'en sortir. Et vous comprendrez que la rébellion de Laurent Désiré Kabila est venue de l'Est. Je veux parler de l'Ouganda et avec l'appui du Rwanda. Et tout le monde sait que Laurent Désiré Kabila a passé près d'une trentaine d'années en Ouganda. Donc, il est sous influence de ce pays et donc il a bénéficié de l'appui logistique de ces deux pays, je parle du Rwanda et de l'Ouganda, qui fait qu'aujourd'hui, ces deux pays, on pense qu'ils ont un mot à dire. Vous savez, la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Donc, depuis que le Congo est englué sous l'influence du Rwanda et de l'Ouganda, ça fait que le Rwanda n'a plus l'autonomie de sa gestion au niveau politique et même au niveau économique. D'ailleurs, ces deux pays veulent se faire payer sur la tête de la bête, c'est-à-dire qu'ils veulent surtout, en tout cas, comme ils ont financé la guerre, la prise de Kinshasa par Laurent Désiré Kabila, ils ont trouvé utile d'abord de l'influencer et même de se payer sur la tête de la bête. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la RDC reste un pays très très fragile et compte tenu de la conjoncture actuelle, il est difficile de parier sur un avenir pacifique de ce grand pays. On va y revenir. Comme vous avez évoqué la région des Grands Lacs, oui, pour compléter ce que l'ancien vient de dire. Écoutez, la région des Grands Lacs, c'est connu pour être quand même l'une des régions les plus instables en Afrique, notamment avec un pays comme le Rwanda qui a connu quand même un immense génocide à l'époque. Mais il faut dire que la situation exceptionnelle des Grands Lacs provient du fait que vous avez un grand territoire continental comme celui de la RDC, 2 345 409 km². Et puis à côté, vous avez deux petits États, le Rwanda, le Burundi, qui ont des espaces réduits et qui lognent régulièrement chez le voisin. Et cela amplifié par, en tout cas favorisé parce que l'ancien a appelé tout à l'heure, donc parfois l'absence d'institutions, l'absence de la présence de l'État dans toute cette partie-là, eh bien c'est une zone pratiquement de no man's land par le passé et qui a aiguisé tant de temps. Lorsqu'il y a eu, par exemple, le génocide de 1994, eh bien, il y a eu des forces qui sont parties, des forces autour qui sont donc qui ont été chassées, donc en tout cas qui ont battu en retraite vers cette zone du Congo. Et le Rwanda estimait à un moment que sa sécurité intérieure dépendait donc de la neutralisation de ceux-là. Donc
s'est arrogé le droit de pouvoir les poursuivre jusqu'en territoire congolais. Donc, il y a cette dimension également sous-régionale des Grands Lacs qui intervient. Il n'y a pas que le Rwanda et le Burundi, il y a l'Ouganda également qui a des prétentions également, qui est intervenu souvent dans la région. Et pour vous dire, tous les rapports de l'ONU qui ont été faits dans la région montrent un pillage de la région par des sociétés très souvent venues ou des groupes armés très souvent venus de ces pays voisins. On va en parler en détail. Je voudrais ajouter que lors de la prise de Kinshasa, c'est James Kabarebe qui est aujourd'hui le chef d'état-major particulier, qui a même été ministre de la Défense de Paul Kagame, qui était le commandant des opérations des ADF. Donc ça veut dire que le Rwanda continue d'avoir une forte influence sur le Rwanda et sur Kinshasa. On va en revenir en détail, si vous permettez que je pose les questions. Alors, ce pays est tristement célèbre à cause des exactions commises donc à l'Est. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Là, vous parlez de ressources et autres. Qu'est-ce qui s'y passe exactement dans le fameux Nord Kivu? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Nord Kivu, il y a beaucoup de troupes qui y sont. Il y a les troupes ougandaises, les irrédentistes ougandais, les ADF, qui, eux, veulent installer un État islamique dans la zone. Et il y a aussi la milice Hutu, qui en réalité sont des fugitifs du Rwanda après la prise de pouvoir par le FPR de Paul Kagame. Et donc, en fait, on va dire c'est l'ancienne armée de Pierre Bizimungu qui avait été abattue. Et donc, ces soldats rwandais sont venus à Kinshasa. Il faut dire aussi que ces soldats aussi ont aidé à la prise du pouvoir au niveau de Kinshasa. Donc, Kinshasa veut en tout cas, s'est servi de ces soldats comme une sorte de bouclier. Et Kigali pense que ce sont des rebelles en puissance, et c'est le cas, qui depuis le Congo, lancent des offensives en direction de Kigali. Et, en tout cas, ces rebelles constituent des poches d'instabilité pour le pouvoir de Kigali. Donc, de Kinshasa ou le pouvoir de Kigali. Il y a des Hutus, les Hutus rwandais qui sont installés dans le nord, dans l'est du Congo. Et donc qui, de temps en temps, engagent des hostilités ou bien qui sont une sorte de force dormante, en tout cas de forces nuisibles dormantes, qui sont là. C'est pour ça que le Rwanda parle toujours d'accord global par rapport à la gestion du conflit là, puisqu'il y a des gens qui sont au Congo qui sont une menace pour le pouvoir du Rwanda et le M23 aussi existe, qui est une menace pour le pouvoir de Kinshasa. Et donc, c'est pour ça que le Rwanda parle d'un accord global qui doit être conclu, mais jusque-là, ça reste un vœu pieux. Alors, en parlant du M23, justement, on les accuse d'être le bras armé de Kagame et du Rwanda. Quelles sont leurs revendications? Ce sont des revendications très floues. C'est essentiellement des forces de prédation. C'est-à-dire que les revendications, c'est les revendications cachées, je veux dire, c'est en réalité s'installer à demeure dans la région et piller les ressources, parce que c'est l'une des régions les plus riches de la RD Congo. Maintenant qu'elles sont installées, elles ont bien envie, pour parfaire, donc pour perdurer dans la région, elles ont envie d'avoir donc des voix qui comptent au sein donc, du gouvernement à Kinshasa. Donc également, accessoirement des revendications politiques du genre, il faut qu'on soit davantage représenté dans les assemblées locales, dans les assemblées provinciales et autres, comme on dit en RDC. Donc il y a, à la base, c'est essentiellement des mouvements de prédation. Selon les experts, la RDC, vous l'avez dit dans l'entame de l'émission, Valentin, ce pays subit le modèle de la convoitise, le grid model, selon lequel l'exportation de minerais accroît le risque de guerre de 4 manières. Elle permet le financement des rebelles et des armes, elle aggrave la corruption de l'administration, elle crée des incitations à la sécession, à la balkanisation, et elle augmente la vulnérabilité des populations au choc exogène. Est-ce que la RDC souffre, il le disait quand même, de la malédiction des matières premières? C'est vraiment ça, la base de tous ces drames que la population vit dans ce pays? Oui, ceux qui le pensent n'ont pas tort, à mon avis, puisque aujourd'hui, il y a des pays dont le développement clairement est adossé aux ressources tirées du Congo. Moi, je pense au développement spectaculaire qui se déroule au niveau du Rwanda. C'est vrai que je ne doute pas de l'expertise rwandaise, mais il est clair que l'ensemble, en tout cas une grande partie des richesses proviennent du Congo, notamment le coltan et autres tintanes qui sont produits au niveau du Congo.
il y a aussi, ce n'est pas seulement que le Rwanda, il y a aussi d'autres pays qui y sont, et je pense à l'Ouganda aussi, qui est fortement suspecté d'exploiter aussi une partie des richesses. Et puis à cela, il faut ajouter les multinationales qui y sont, qui aussi profitent du désordre ambiant au niveau de la zone pour s'installer. Par ailleurs, les populations au niveau du Kivu, qui sont habitués à exploiter ces minerais parfois de façon artisanale, ça leur permet quand même de joindre les deux bouts. Aujourd'hui, ils ont abandonné toutes sortes... la région est potentiellement riche, mais la diversification reste un vœu pieux, puisque aujourd'hui, tout le monde est concentré vers l'exploitation des minerais, ce qui fait que les cultures secondaires comme les cultures vivrières, c'est vrai qu'ils existent, mais qui sont... ces cultures restent marginales au niveau de l'exploitation. Donc, il est clair que les minerais qui sont au niveau de l'Est aiguisent l'appétit aussi bien des pays voisins que des forces obscurantistes intérieures, ainsi que des multinationales voraces qui veulent s'enrichir forcément sur le dos du Congo. Donc, il est clair que le Congo reste un volcan, mais un volcan, personne ne sait quand il va s'éteindre. Vous le disiez tout à l'heure, et c'est ça qui nous étonne dans le rapport de force entre le Rwanda et la RDC. C'est plus de 2 345 000 km² pour la RDC face à 26 000 km² pour le Rwanda. C'est un peu, on le disait, David contre Goliath. Pourquoi la RDC n'arrive pas à inverser ce rapport de force? Oui, mais parce que, comme je le disais d'entame, eh bien, pour comprendre les enjeux en RD Congo, il ne faut pas rester en RD Congo ni dans le voisinage immédiat. Les décisions concernant le Congo se prennent ailleurs. Et on l'a vu avec, dès que vous avez des changements importants, des changements majeurs des gouvernements à Washington, il y a un changement majeur également de la politique dans la sous-région. Vous avez eu à un moment une administration, je pense que c'était l'administration Clinton, qui a estimé qu'il fallait faire promouvoir ce qu'ils appelaient des new leaders en Afrique et autres, dont M. Kagame, M. Museveni et autres faisaient partie. Donc c'est ceux-là qu'on a monté en épingle à l'époque au nom, par exemple, de la lutte contre le terrorisme dans la région, contre l'insécurité et autres. Il fallait donc privilégier des États qui aient des structures à mesure de contenir ce qui ressemblait déjà potentiellement à un volcan insécuritaire. Donc il y a toujours eu la même mise des grandes puissances, et on peut même remonter à beaucoup plus loin. Même avant la colonisation, vous savez, lors du partage de l'Afrique à Berlin, eh bien, personne n'a conçu à l'époque, personne parmi les grandes puissances n'a conçu à l'époque la RDC comme un État souverain indépendant. C'était considéré comme un territoire tellement riche et autres qu'il ne pouvait être qu'une voie de passage pour des commerçants. Et donc, c'était un pays où la rapine la plus insidieuse devait s'installer au profit donc des grandes multinationales. Donc, il y a toujours eu cette dimension internationale qu'il ne faut pas perdre de vue, qui explique que lorsqu'on regarde à courte vue, on va dire, ben, écoutez, 2 345 000 km², 26 000 de l'autre côté, près de 90 millions d'habitants d'un côté et de l'autre, beaucoup nettement moins. Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'il y a des enjeux qui dépassent, il y a des considérations stratégiques. N'oubliez pas qu'autant déjà après l'assassinat de Lumumba, juste après l'indépendance du Congo qui a été biaisé, lorsque Lumumba est assassiné, c'est avec la CIA américaine, ça tout le monde le sait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que le Belge qui l'a fait se glorifiait d'avoir gardé une dent donc, du disparu, du supplicié. Mais donc, il y a eu déjà ça. Mobutu également, on l'a fait monter. Pourquoi? Parce qu'on estimait on était en pleine guerre froide. Donc on estimait que c'était le meilleur paravent contre le régime de Lumumba qui était considéré comme proche des communistes et autres. Et par la suite, lorsque à Washington le paradigme change, ce n'est plus l'insécurité qu'on combat aujourd'hui. Aujourd'hui, le paradigme a changé. Le paradigme a changé parce que l'insécurité, la lutte contre le terrorisme vient en deuxième ressort. Le premier ressort étant la grande compétition avec la Chine et la Russie depuis un certain temps, donc pour le contrôle de cette région centrale au cœur du continent. On y reviendra notamment sur la visite de Macron. C'est qu'en fait, pour bien contextualiser la situation de ce pays avant de comprendre les enjeux précis de ce remaniement, je voudrais qu'on reste encore sur l'aspect un peu plus global. Sur l'aspect sécuritaire, il en parlait. Pendant 22 ans, la RDC a fait l'objet de l'embargo de l'ONU sur les armes, et la décision a été prise
dans les années 2000 donc, mais depuis le 20 décembre 2022, les Nations Unies ont décidé de revenir sur cet embargo. Est-ce que ça peut changer la donne dans ce rapport de force dont on parlait avec les pays voisins? Ça peut changer la donne, mais pas maintenant, à mon avis. C'est vrai que Valentin a dit qu'il y a des enjeux stratégiques qui font que la RDC, disons le Rwanda qui fait que 17 millions d'habitants, attend de tenir tête, sinon marcher sur Kinshasa qui fait à peu près 80-90 millions d'habitants. Mais il faut dire que le Rwanda aussi a bénéficié, si vous voulez, après le génocide, a bénéficié de la compassion planétaire. C'est-à-dire qu'on l'a laissé faire beaucoup de choses parce qu'on a estimé qu'il venait de loin. Donc, si vous voulez, il était l'enfant gâté un peu de la communauté internationale. Et donc, de ce fait, il s'est permis beaucoup de choses sur lesquelles la communauté internationale a fermé les yeux. Mais cela n'absout pas l'armée congolaise qui fait preuve d'une faiblesse incroyable. Parce que c'est vrai qu'il y avait un embargo sur les armes au niveau de la RD Congo, mais il est évident que c'est une armée mal entraînée, mal structurée, indisciplinée, puisqu'on voit bien que cette armée manque de patriotisme, manque de civisme. Et il y a des rapports qui existent qui disent que parfois plusieurs officiers rwandais sont aujourd'hui arrêtés parce qu'eux-mêmes sont allés vendre des armes aux rebelles du M23. Enfin, quelle ignominie. Donc, je vais dire... l'embargo ne va pas modifier en profondeur. L'embargo ne va pas modifier en profondeur le rapport de force. Peut-être il va falloir incliner politiquement Paul Kagame, sinon je ne pense pas que l'embargo qui va être levé aujourd'hui va changer le rapport de force. C'est d'autant qu'aujourd'hui, il y a une force internationale qui est au niveau du Congo, le Kenya y est, mais jusque-là, son mandat n'est pas clairement défini. Et donc, vous avez même vu, il y a eu quelques manifestations à l'Est contre cette armée. Aujourd'hui, on ne peut pas présager que, malgré la venue de cette armée, que la victoire va arriver. Mais justement, pour vous relancer sur ça... Je pense qu'il y a, pour compléter un peu, je pense qu'il y a deux facteurs qui expliquent la faiblesse relative dans des forces armées congolaises aujourd'hui, des FARDC comme on les appelle aujourd'hui. Lassine a souligné l'un des facteurs qui est justement la corruption et la désorganisation totale. Mais l'autre facteur qu'on n'évoque pas assez, à mon avis, c'est justement cette intrusion extérieure dans les affaires de la région, cette intrusion qui fait que quand vous avez un embargo, depuis 22 ans, vous ne pouvez même pas acheter d'armes. Alors comment vous entretenez, comment vous équipez une armée sérieuse avec ça? Une armée pour défendre 2 345 000 km. Comment le faire? Et puis de deux, quand vous avez le précédent de l'arrivée du musée Laurent Kabila à Kinshasa, aidé par les Rwandais et autres, qui arrivent et qui ont pour tâche un peu à cette période-là de désorganisation totale après la fin de Mobutu, qui ont pour tâche de restructurer l'armée locale, l'armée congolaise. Eh bien, ces Rwandais se sont installés là. Et après la complicité qu'il y avait au départ s'est distendue, mais ces Rwandais étaient encore là. Donc c'est un pays avec une armée qui a été sauvagement infiltrée. Donc comment vous pouvez mener un combat contre un adversaire alors que vos généraux même de vos armées ont fait allégeance au pays que vous combattez? Cette guerre n'est pas gagnable. Mais aujourd'hui, par contre, je suis moins pessimiste que l'ancien sur la question de la levée de l'embargo. Parce que ça peut aider davantage le pays à s'équiper. Parce que c'est un pays, c'est aujourd'hui que le pays achète même quelques hélicoptères d'attaque et autres, mais c'était un pays totalement dépourvu au niveau de son armée. En même temps, sur l'aspect sécuritaire, il y a la MONUSCO dont on parlait, qui est donc le mandat de la mission des Nations Unies, qui a été aussi reconduite pour 1 an, en même temps que la levée de cet embargo, malgré cette présence un peu contestée, on le voit dans l'est du pays. Cette décision est-elle pertinente au regard du bilan de l'institution? En tout cas, nous, à plus de 2000 km de Kinshasa, nous ne pouvons pas avoir la réalité du terrain, mais pour ce que je vois sur le terrain, je vois qu'il y a des manifestations qui sont assez prononcées contre la MONUSCO. Les Congolais dénoncent l'indolence, sinon l'inaction, ou même le laxisme de la MONUSCO. Donc, il est clair que la MONUSCO a ses forces limitées. Mais c'est pour ça qu'il faut que l'ONU essaie de revoir la nature du mandat. Parfois, les mandats qu'on donne, souvent, c'est des mandats d'interposition. Et donc, quand c'est des mandats d'interposition, l'armée ne peut pas attaquer, l'armée ne peut que circonscrire ou bien arrêter les affrontements. Je pense qu'il faut rendre puissant le mandat de la MONUSCO.
Et en tout cas, avec l'aide, bon, pas l'aide, en appui à l'armée congolaise, peut-être pourront venir à bout du M23. Mais je dois avouer que je suis très réservé sur la question, puisqu'il y a une armée africaine, une coalition africaine qui est installée, qui jusqu'à aujourd'hui, qui a pris pied il y a plus de 4 mois maintenant, mais qui n'a pas encore retrouvé ses marques. On n'a pas une claire visibilité sur sa capacité à venir à bout du M23. Moi, je pense que quand Washington aura décidé véritablement de remettre de l'ordre, de faire en sorte que les frontières, chaque pays de la région respecte ses frontières, lorsqu'il aura décidé de cela, les choses vont aller de soi. Les choses vont se faire. Mais déjà, la MONUSCO dont on parle, c'est pas les contestations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps que les Congolais disent en avoir assez de ces troupes qui sont là, mais elles sont là depuis 23 ans, vous vous rendez compte, et les massacres n'ont jamais cessé à l'est du Congo. Elles y sont positionnées. Il y a eu même un moment pour compléter ce que disait l'ancien. Bon, à un moment, les débats ont été tels qu'ils ont été obligés, de force d'interposition, elle a changé, a fait en sorte qu'il y ait même un bataillon d'intervention rapide. C'est comme ça qu'il l'appelait. Mais qu'est-ce que ce bataillon a fait? Les exactions continuent, il y a un laxisme total et l'ONU semble finalement... Mais en parlant de l'ONU... Alors que, laissez-moi finir s'il vous plaît, alors qu'aujourd'hui c'est l'une des missions les plus coûteuses de l'ONU dans le monde. C'est pratiquement $1 milliard chaque année qui sont dépensés là, mais pourquoi faire? Pour entretenir un personnel, pour entretenir même des mafias même qui se sont créées au sein même de ces forces pour aider au pillage de la région. Donc c'est énormément de choses qu'il faut changer. Et lorsque M. Kabila, président Kabila fils, parlait déjà de faire partie de cette mission, on l'accusait d'être contre les Occidentaux, mais également aujourd'hui, même sous Tshisekedi, pas grand monde ne voit l'intérêt donc de la présence. Je vais ajouter quelque chose au moulin de Valentin. Vous avez vu, et ce qu'il dit est vrai, parce que en réalité, si les États-Unis sonnent le haut là, je pense que tout ça va s'arrêter. Vous avez vu l'actualité récente au niveau du Rwanda. M. Rusesabagina, qui était en prison, condamné pour 25 ans de prison, et pour des chefs d'accusation qui étaient vraiment très, en tout cas, j'allais dire dangereux. Mais aujourd'hui, il vient d'être libéré sous la pression de Washington. Donc, je pense que Kigali est sous vraiment l'influence de Washington. Si Rusesabagina a pu être libéré, je pense que si la même pression s'exerce sur Kigali, ils pourront peut-être desserrer les taux sur le Congo. Oui, vous parlez des Américains, des Nations Unies, mais pour rappel, le président rwandais avait contesté le rapport Mapping de l'ONU qui répertoriait 600 violations graves des droits humains commises en RDC de 1993 à 2003 par les forces rwandaises. Là aussi, on ne comprend pas. C'est un sujet dont on parle depuis des années, même si c'est revenu au devant de la scène avec les accusations, en tout cas fermes, de Tshisekedi. Donc l'ONU le sait, c'est-à-dire qu'il y a des rapports détaillés. Pourquoi ce silence? Vous parliez d'une espèce de compassion avec le Rwanda à l'issue du drame, du génocide rwandais. Vous pensez que c'est la seule raison? Ou il y a d'autres intérêts encore? Mais la compassion, excusez-moi de revenir sur le thème de la compassion, je voulais réagir un peu. La compassion, c'est vrai, la CINE l'a souligné, c'est oui, bon, les pauvres, ils ont connu un génocide, mais ce n'est pas seulement à ce niveau que se fait la compassion. La vraie compassion pour les Occidentaux, c'est qu'ils se sentaient quelque part responsables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et leurs opinions publiques étaient contre. Mais comment avez-vous pu laisser faire? Il y avait pourtant une armée française sur place. Les rapports qui parvenaient, que ce soit au niveau de Washington, à Paris ou à Bruxelles, tous les rapports disaient la même chose. Attention, attention. C'était connu. Alors personne n'a réagi. Donc il y a cet aspect qui fait que par la suite, pour essayer de se donner bonne conscience, eh bien, les pouvoirs occidentaux se sont dit, ah bon, voilà, on va essayer de se rattraper en aidant ce pouvoir, en laissant tomber ce qui nous paraît ne pas aller normalement, mais bon, on va essayer de se rattraper de cette façon. Mais par contre, cette façon de se rattraper a eu malheureusement des incidences négatives dans la région, parce que ça s'est traduit en une sorte de laxisme, en une sorte d'acceptation tacite de toutes ces violations qu'il y a eu, puisqu'il y a eu plusieurs rapports, en dehors du rapport Mapping que vous évoquez tout à l'heure, qui date de pratiquement 11 ans aujourd'hui. Oui.
On a fait le 10e anniversaire de ce rapport l'année dernière. En dehors de ce rapport sur les violations des droits humains, il y a eu plusieurs rapports antérieurs sur la prédation, même avec des noms d'entreprises de multinationales occidentales qui pillaient ces ressources. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, c'est à raison, à mon avis, que les Congolais se disent mais la MONUSCO, l'ONU, ne peut pas être... Ça a été conçu à l'époque comme une partie de la solution, mais aujourd'hui, c'est carrément une partie du problème. Vous écoutez, il y a une forme de complicité. Messieurs, je veux qu'on revienne alors sur... Passif. Complicité passive. Je veux qu'on revienne sur ce remaniement. Le gouvernement donc, de la République démocratique du Congo a procédé à un remaniement de la nuit du 23 au 24 mars dernier. Pour quelles raisons le chef de l'État redessine son équipe ministérielle à 9 mois de l'élection présidentielle? Oh, clairement, c'est pour des questions électoralistes. Tout le monde voit que ce n'est pas un gouvernement de combat qui est constitué, c'est plutôt un gouvernement pour les présidentielles de décembre 2023, s'il n'y a pas de glissement. Puisque Denis Kadima, qui est le président de la commission électorale, jusque-là n'a pas donné des gages qui montrent que l'élection aura lieu effectivement le 20 décembre 2023. Mais cela dit, on voit clairement que c'est un gouvernement électoraliste. La géopolitique congolaise aujourd'hui permet de comprendre que, en réalité, en prenant Vital Kamerhe, qui est très fort dans le Kivu, notamment à Bukavu et à Goma, il est très fort là-bas. Félix Tshisekedi pourra glaner quelques lauriers de ce côté. Et si vous voyez, Jean-Pierre Bemba, lui, est très fort au niveau de l'Équateur, notamment à Gbadolite et à Gemena. Et avec le Premier ministre déjà, Sama Lukonde, qui est de Lubumbashi, on va dire, qui est du Katanga. C'est une zone d'influence de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Donc il s'agit là de contrer ces gens. Et lui-même, il est du Kasaï, c'est-à-dire la grande région de Mbuji-Mayi et de Kananga. Tout cela est aujourd'hui occupé, mais ce n'est pas que ça. C'est les deux qu'on voit, mais ce n'est pas que ça. Il y a Antipas Mbouza Wanishi, qui est aussi ministre de l'intégration. Celui-là a beaucoup de connexions. C'est un ancien chef rebelle qui a beaucoup de connexions avec les pays voisins, notamment l'Ouganda. Donc, il s'agit peut-être d'adoucir la position de l'Ouganda vis-à-vis de son pouvoir. Donc, on voit clairement que ce gouvernement n'est pas fait pour le développement, mais c'est un gouvernement pour se faire réélire. Et là, les Congolais peut-être l'ont perçu, mais je pense que ça va peut-être jouer. Je n'en suis pas sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, certains le disent, une manière finalement d'empêcher quelques velléités à l'approche de l'élection présidentielle, peut-être le soutien de ces poids lourds à d'autres candidats, et de les rendre quelque part comptables du bilan de Tshisekedi en les intégrant? Je ne veux pas revenir sur ce que Lanciné a dit par rapport donc, à l'aspect électoral, qui est naturellement visible à quelques mois de l'élection supposée se tenir en décembre 2023. L'aspect électoral, naturellement, joue. Je ne suis pas contre aussi le fait de voir en cela, en la promotion de ces deux, notamment de ces deux grandes figures, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, je ne suis pas loin de voir également l'aspect, ça permet aussi de résoudre un autre problème, une autre équation, qui est celle d'empêcher leur candidature à la présidentielle et donc de créer une sorte d'union, de resserrer en fait l'union sacrée que M. Tshisekedi avait créée lorsque la coalition cache avec le parti de Kabila s'est éclatée. Donc il y a cette dimension, mais en dehors de la dimension électorale, à mon avis, dans le remaniement qui a eu cours, il y a également, faut le percevoir également, la dimension sécuritaire. La dimension sécuritaire. C'est vrai que Bemba, on l'attire, Bemba et Vital Kamerhe, on les attire avec Mboussa, et on les attire dans le gouvernement, on les neutralise quelque part au niveau de leurs ambitions présidentielles, ils vont tous soutenir le chef, enfin, on le pense. D'ici là, beaucoup de choses peuvent changer, on n'en sait rien, mais pour le moment, c'est l'équation. Mais il y a la dimension Bemba. L'ancien l'a souligné tout à l'heure, vient de la province d'Équateur, qui est une province proche de la République centrafricaine, où sont positionnées également des troupes rwandaises dans le cadre d'opérations soi-disant africaines de sécurisation de ce pays. Donc, Bemba étant un ancien chef rebelle, connaît très bien tous les rebelles de la région, il les connaît donc également.
pour M. Tshisekedi. Et l'ambition est très claire. L'objectif est de pouvoir faire en sorte que Bemba puisse neutraliser cette zone qu'il connaît bien. La même chose avec Boussa, qui a été un intraitable chef de guerre également, qui avait également des acquaintances, par exemple, avec l'Ouganda. Il s'agit également de ceux-là qui connaissent toute la région, notamment Boussa, de Kisangani jusqu'à Mbandaka et autres. Et il s'agit de faire en sorte que ceux-là, de profiter de leur connaissance du terrain et des mouvements rebelles qui sont à foison. On a cité quelques-uns, mais il y a un foisonnement incroyable de groupes rebelles. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose à se partager des ressources, ça foisonne de partout, les bandits. Donc, écoutez, il y a cette dimension donc sécuritaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, qui sait très bien quel est l'état réel de son armée, qui sait que c'est difficile de combattre l'ennemi avec une telle armée qu'il est en train de restructurer aujourd'hui carrément, qu'il est en train de nettoyer, parce qu'il va vous souvenir certainement qu'il a opéré un grand changement d'état au niveau de l'état-major même de l'armée il y a à peine quelques mois. Tout ça en prévision donc, de comment mener, comment aboutir. Parce que également, par rapport aux élections, il sera très, très attendu sur le bilan sécuritaire. Il a hérité d'un pays, c'est vrai, qui n'était pas très sécurisé déjà, mais l'une des raisons dans son programme, c'était la lutte contre la corruption, restaurer le pouvoir au peuple et puis surtout garantir la sécurité, l'intégrité territoriale du pays. Aujourd'hui, il y a encore des groupes armés téléguidés de l'extérieur qui évoluent dans le pays. Donc, M. Tshisekedi a également tout intérêt à faire en sorte que son armée soit en mesure donc, de remporter ce combat, au moins avant la présidentielle. Alors, on va prendre la direction de Kinshasa, où se trouve notre correspondante Christelle Kississa, journaliste à RTVS1. Est-ce que l'entrée donc de Bemba et Kamere au gouvernement était prévisible et comment est-ce perçu par les populations? Elle va nous le dire. Je dirais bien sûr parce que nous passons des moments difficiles à l'est de notre pays. Et aujourd'hui, on a besoin d'un gros poisson pour remédier à cette problématique. Certes, la population est en train de revendiquer le fait qu'il a été déjà accusé à la CPI une fois, mais nous pensons que pour la solution, pour éradiquer ces virus, devrais-je dire, qui commencent à l'est du pays, nous devons avoir le VPM Bemba comme personne qui va toujours régler la problématique de cette partie du pays. Le VPM Kamere a été nommé ministre de l'économie. Certes, la population est en train de réclamer le fait qu'il a eu des problèmes avec la justice, mais je pense que ces problèmes ont été réglés. Alors, mais la population se demande si il va nécessairement régler la situation parce que on l'a accusé d'avoir détourné l'argent de son jour. La population est en train de s'inquiéter, mais nous pensons que on a besoin de s'asseoir ensemble comme des Congolais enfin d'éradiquer tous ces problèmes qui sont nos problèmes personnels. Alors nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que les Congolais eux-mêmes puissent prendre les destins de leur ville et de leur pays en main. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. Alors, par rapport à la population, c'est vrai, il y a des engouements, il y a des gens qui revendiquent cela parce que, et tous ont quand même de casier judiciaire, on le sait, et tous ont de casier judiciaire, mais notamment, on va comprendre qu'avec M. Kamere, son casier judiciaire a été blanchi, je pense, parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un qui a de problèmes avec la justice, bien sûr aussi pour M. Mbemba. Alors, je vous dis merci. Messieurs, je vais revenir sur la fin de cet élément. Elle parle du passé judiciaire des deux personnalités qui nous intéressent aujourd'hui. Est-ce que ça ne fait pas quand même tache d'huile dans le gouvernement? Oui, mais même s'ils ont été acquittés. Oui, mais la politique ne s'accommode pas... de morale, de justice. La morale, non, la politique c'est autre chose. En politique, c'est l'art de rendre le possible impossible et de rendre l'impossible possible. Donc, aujourd'hui, ils vont trouver toute la sémantique, toute la lexicologie pour trouver qu'il était normal que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere soient au gouvernement. Ça, c'est pas ça qui est le plus difficile. Mais il est clair que la recomposition aujourd'hui du paysage politique congolais, parce que c'est vrai que Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien mobutuiste, et d'ailleurs même il occupe les zones de Mobutu, mais ce n'est pas seulement ceux-là qui ont été ralliés qui ont rallié Félix Tshisekedi. Même au sein du Front commun pour le Congo, l'ancienne coalition que dirigeait Joseph Kabila, le PPRD,
il y a des anciens caciques aujourd'hui qui ont rejoint Joseph Félix Tshisekedi. Je pense par exemple à Alain Atundou, qui aujourd'hui s'est rapproché de Joseph Félix Tshisekedi. Je pense à Évariste Bochab, l'ancien président de l'Assemblée nationale aujourd'hui aussi, qui est venu avec Joseph Félix Tshisekedi. Je pense que ce n'est pas nouveau. Donc, le passé judiciaire, pour vous, ne pose pas problème. Le passé judiciaire, très franchement. De toute façon, au Congo, c'est rare de voir un leader politique qui n'a pas un passé judiciaire. Et le Mzé même avait un passé rebelle. Et il a gouverné, il est très adulé. Il y avait même une journée qui était consacrée à lui. Donc je pense que le passé judiciaire, le fait qu'ils aient été acquittés les absous, peut-être dans la mémoire, la mémoire collective, ils sont considérés comme des gens qui ont fait de la prévarication, qui ont fait de la prédation des deniers publics, mais du point de vue du droit, ils ont été absous. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Christelle a parlé des casiers judiciaires, mais je pense que les casiers judiciaires sont restés intacts puisque Jean-Pierre Bemba a été acquitté et Vital Kamerhe aussi, pour la question du bilan des 100 jours, a également été acquitté. C'est vrai en appel, mais il a été acquitté. Une réaction. Bon, c'est vrai qu'il y a un gros problème d'éthique quand même. Il y a un gros problème d'éthique parce que déjà la justice congolaise, ce n'est pas un modèle d'impartialité en matière de rendu des décisions judiciaires. Il y a toujours un peu l'intervention de l'exécutif, depuis toujours. Donc je dis qu'il y a un gros problème d'éthique parce que, et d'ailleurs vous allez le constater, à la lecture de ce gouvernement dont la lecture a été faite nuitamment, écoutez, beaucoup de gens se sont interrogés, mais comment est-ce qu'on retrouve encore des personnes avec... c'est vrai, Bakoko l'a dit au point de vue du droit formel, bon, ils ont été blanchis, autres, mais on a connu quand même Jean-Pierre Bemba, chef de guerre. C'est-à-dire on l'a blanchi des accusations d'exaction en Centrafrique qui étaient carrément qui était assez farfelu à l'époque, hein, parce qu'on a condamné l'exécutant et on a laissé tranquille le commanditaire. C'est un peu l'une des contradictions de la fameuse Cour pénale internationale. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de Congolais se sont posé des questions. Ils disent, mais comment celui-là aussi, ils ont dépassé des chefs de guerre, c'est-à-dire des gens qui ont contribué à piller le Congo. Parce que les chefs de guerre, ils vivent de quoi? Ils vivent du pillage. Ils ont participé au pillage du Congo. Comment ceux-là, on les retrouve encore au gouvernement, alors qu'aujourd'hui, très clairement, au sein de la population, et ça a été l'une des raisons de l'élection de M. Tshisekedi, parce que son père avait une réputation d'un homme intègre, totalement contre la corruption, bien qu'il ait été passablement mobutiste dans son passé. Mais aujourd'hui, on se dit, comment est-ce que Tshisekedi peut donc faire encore appel à ceux-là? Comme disait à juste titre l'enseigné tout à l'heure, c'est difficile aujourd'hui de trouver même des hommes politiques, en tout cas qui ont été dans des gouvernements précédents, qui n'ont pas trempé dans des affaires de prévarication. Ça pose un gros problème d'éthique parce que la population, elle, a besoin d'un renouvellement du personnel politique. Et à mon avis, c'est ce renouvellement avec des hommes neufs, des hommes qui n'ont pas les mains tachées de sang, des mains tachées de crimes et autres. Ils ont besoin d'hommes neufs qui soient capables donc, de faire consensus, de faire en sorte que la nation se retrouve au lieu d'être aujourd'hui un assemblage de personnes aux ambitions contradictoires qui sont soit prêtes même à céder une partie du pays juste pour avoir de l'argent. Je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai que M. Tshisekedi, je me dis qu'il a dû faire peser dans la balance l'éthique d'un côté et puis l'intérêt supérieur de la nation qui commande qu'au regard des rapports de force actuels, qu'il puisse faire intervenir cela. Donc il s'est dit que bon... Mais justement, c'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'en mettant, justement, en nommant Bemba comme vice-premier ministre et ministre de la Défense, Tshisekedi cherchait un chef de guerre? Est-ce que c'est une déclaration de guerre à la fois au M23 et indirectement à Kigali, en choisissant cet homme précisément? Non, ce n'est pas nécessairement qu'il soit considéré comme un chef de guerre, mais peut-être qu'il a une bonne connaissance de la zone et il sait comment se mène une rébellion. Puisqu'il a mené la rébellion, il connaît très bien. Mais c'est ça, mais il est là pour mater la rébellion là-bas? Oui, il est là pour mater? Pas nécessairement, pas forcément pour mater, peut-être mater, mais je ne pense pas aujourd'hui que l'armée congolaise ait la force suffisante pour pouvoir mater toute cette rébellion
qui ont foisonné qui ont essaimé, je vais dire, autour de son territoire national. Mais c'est là aussi le paradoxe congolais, parce que les Congolais eux-mêmes, c'est ça qui rend illégitime leur propre démarche de chasser la communauté internationale de leur sol, parce qu'eux-mêmes ont toujours considéré la RDC comme un butin de guerre. Voilà, comme un butin. Vous voyez que chacun vient se servir, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, et des chefs de guerre qui ont été réputés comme tels, qui viennent occuper les meilleurs postes. Et tout le monde a vu ici, Laurent Désiré Kabila lui-même est un chef de guerre, mais il est rentré en triomphe, il a été toujours considéré comme le père, en tout cas pendant longtemps considéré comme le père de la démocratie. Comment un chef rebelle peut être considéré comme le père de la démocratie? Vous voyez, donc là, c'est ça. Donc le problème est profond. Le problème, il va au-delà du superficiel que nous sommes en train de voir. Le problème congolais, il est profond. Il faut que le logiciel mental des Congolais soit reformaté pour qu'ils comprennent que c'est un pays à construire et ce n'est pas un butin de guerre, ce n'est pas un pays dans lequel chacun doit venir se servir. Mais pourtant, en ce moment-là, c'est le cas. Mais quelle est la situation socio-économique de la RDC parce qu'on se demande aussi pourquoi ce choix de Vital Kamerhe au ministère de l'économie. Que va-t-il faire? Que peut-on attendre de lui, sachant qu'il a été accusé de détournement? Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question d'éthique, parce que ça va rendre les rapports avec les institutions internationales dont Kinshasa a actuellement besoin assez difficiles, assez tendus, puisqu'ils vont se dire, mais ce monsieur, bon, il a trempé dans des affaires pas très claires. C'est vrai qu'il en a été blanchi officiellement, mais le voir à la tête d'un ministère stratégique comme celui de l'économie, c'est assez gros. Mais d'un autre côté aussi, Vital Kamerhe, connaissant le personnage, ne pouvait pas accepter un poste d'un rang inférieur, parce que non, il est ministre de l'économie, mais également il a la qualité de vice-premier ministre. Donc il s'estime... pour lui, c'est tout bénef. Mais maintenant, pour le Congo, qu'est-ce que ça va emporter? Ma crainte, c'est que les rapports ne se réduisent pas avec les institutions internationales, notamment le pays en négociation. Encore, c'est vrai que le FMI a décaissé une facilité de crédit il n'y a pas longtemps et veille à ce que tout se passe dans les normes. L'économie même était en train de reprendre un peu du poil de la bête malgré les influences corrosives à la fois de la Covid-19 et puis de la guerre en Ukraine que tout le monde subit pratiquement aujourd'hui. Est-ce que Kamerhe va relancer l'économie? Je vais dire clairement les choses, il n'a pas été nommé pour ça. Je pense que d'autres vont faire le travail à sa place. Alors, je vais dire que je vais faire un peu de la théorie économique. Je vais dire que s'il est ministre de l'économie, sans doute il va s'occuper de la paperasse et de la conception. Il n'est pas ministre des Finances. Donc, je considère qu'il n'a pas la caisse de la RDC. Peut-être qu'il va chercher, c'est lui qui va étudier la structure, il va planifier, il va chercher, il va mettre toute la stratégie, mais je pense qu'il n'a pas la caisse de la RDC. Donc, cela ça peut être un soulagement un peu pour les Congolais qui ont peur que la caisse commune soit donnée à quelqu'un qui a été présumé détourneur des deniers publics. On va s'intéresser au président Félix Tshisekedi. Beaucoup me remettant en cause sa légitimité quand il a pris le pouvoir. On pensait que c'était un peu une histoire à la Medvedev et Poutine, c'est-à-dire on s'accorde, je quitte le pouvoir sans vraiment le quitter. On le dit clairement, c'était un peu le pion pour certains de Kabila. Et là, on a l'impression qu'il s'est métamorphosé pendant sa gouvernance, qu'il est devenu, déjà il a gagné en leadership, et qu'il est même devenu quasiment un chef de guerre, puisqu'on a rarement vu des accusations portées aussi haut niveau par un président congolais. Et comment vous expliquez cette mutation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vous qui parlez de mutation. Moi, je n'ai pas l'impression que Félix Tshisekedi a beaucoup changé. C'est vrai qu'il était dans une coalition qu'on appelait Cash-Cap pour le changement avec Vital Kamerhe. C'est qu'il le fait, il bénéficie, si vous voulez, des concours de circonstances, puisque aujourd'hui, la Mouka, qui était une structure concurrente, en tout cas une coalition concurrente, est aujourd'hui complètement démantelée. Il y a Freddy Matungulu qui vole à part, il y a Adolphe Mouzito qui est à part. On voit bien qu'il y a aujourd'hui Jean-Pierre Bemba qui vient d'intégrer le gouvernement. Il y a Moïse Katumbi qui fait chemin à part. Donc, il a réussi quand même à démanteler la Mouka. Aujourd'hui, dans la Mouka, il ne reste que Martin Fayoulou, l'homme de la vérité des urnes. La vérité des urnes qui jusque-là n'a pas été... qui est resté, disons,
enfouis dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, Martin Fayoulou est réellement l'opposition, vraiment l'opposition farouche au régime de Félix Tshisekedi. Mais en revanche, on ne va pas dire que le Front commun est complètement mort. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des débauchages et qu'il y a aussi aujourd'hui une sorte de léthargie. Le secrétaire général du PPRD, Aubin Minakou, tout ça aujourd'hui sont en situation de léthargie, mais le Front commun reste quand même vivace, même si le leader charismatique est à Kingati, je ne veux pas de Joseph Kabila. Mais je pense que Félix Tshisekedi est en train de démanteler son opposition pour pouvoir être seul sur la ligne. Mais ça, ce n'est pas parce qu'il est puissant, mais c'est parce que ça, c'est le concours du pouvoir. Le pouvoir donne beaucoup d'ailes et aujourd'hui, Félix Tshisekedi en a au moins 4. Oui, mais l'enseignement, là où je suis un peu perplexe, c'est qu'en réalité, c'est-à-dire qu'il y a le concours des circonstances. Mais un leader, quelqu'un qui a de la personnalité, de la vision, c'est aussi savoir saisir les circonstances. Il y a des gens pour qui des circonstances favorables se sont présentées, mais ils n'ont pas pu les saisir. Alors, dans le cas, justement, de Félix Tshisekedi, alors, vous avez évoqué le syndrome à la Medvedev. Poutine, oui. Je pensais que ce serait le cas. Certains même ont évoqué, à l'époque, ça a rappelé, pour faire sourire un peu, l'épisode soudanais à l'époque, oui, où des généraux, des généraux puissants s'étaient emparés du pouvoir. Et puis, comme ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, ils ont dit, écoutez, on va voir le moins gradé, en tout cas celui qui semble pas très, très intelligent, on va lui confier ça, le temps de... Alors, ils l'ont confié à Omar El-Béchir. Donc, on sait combien d'années Omar El-Béchir a passé au pouvoir et ce qu'il est advenu de ces généraux qui se croyaient plus puissants. Le cas de Tshisekedi, ça peut faire sourire, mais c'est quelqu'un qui a su également, à l'époque, on ne lui connaissait pas cette aura, ce n'était pas un grand leader, ce n'était pas un leader charismatique. Ce qu'il avait véritablement comme vécu, c'était le nom de son père. C'était le fils du père. Voilà, c'était le fils du père, c'était ça. Même ceux qui l'ont connu à l'époque de ses études, un peu, à Bruxelles, se disaient, mais comment est-ce possible ? Et quand il arrive, beaucoup ont cru justement que ce serait juste un épisode assez passager. La RD Congo, et lui n'est même pas militaire, comment il va faire ? Mais quand il arrive, déjà il est parvenu à démanteler déjà le réseau des généraux mis en place par son prédécesseur. Il a réussi à reprendre l'armée. Il a réussi également, vous voyez, il y avait, lorsque Kabila quittait le pouvoir, au niveau du Parlement, le rapport de force était totalement écrasant en faveur du PPRD, de la coalition FCC dirigée par, ou en tout cas téléguidée par Joseph Kabila. Et le rapport de force, c'était pratiquement... On se demandait comment il pourrait faire passer un seul projet de loi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été très rusé, très stratège. Il a accepté la coalition de départ, même si je suis persuadé que ça ne faisait pas ses affaires, parce que tous les autres qui ont suivi son père se disaient, attention, ton père disait le peuple d'abord, le peuple d'abord. Donc, il ne se voyait pas dans cette coalition. Mais lui, en stratège, a dit, écoutez, en l'état actuel des choses, je n'ai pas d'autre choix que de m'allier à M. Kabila. Il l'a fait. Et au bout d'un certain moment, on savait très bien que ça ne tiendrait pas. Il est parvenu à se séparer de cette coalition, à créer sa propre coalition à lui. Et il est dans cette démarche aujourd'hui d'essayer d'amener vers lui des populations, des zones qui lui étaient hostiles. Et ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à RTI1.